je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Agora News en toute sécurité, l'émission Fenech Security Talk, qui est enregistrée ici dans ce magnifique salon de la sécurité, le salon APS, porte de Versailles. Et nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet ô combien d'actualité, la justice face à la montée de la violence et la délinquance. Pour traiter de ce thème, nous avons donc nos deux amis invités. Je vous présente Jean de Maillard, bonjour. Micro. Bonjour. Jean de Maillard, vous êtes ancien vice-président du tribunal de grande instance de Paris, particulièrement spécialisé d'ailleurs en matière économique et financière, je dirais. Ancien responsable du syndicat FO Magistrat, qui est devenu Unité Magistrat aujourd'hui. Et actuellement, vous êtes expert au cabinet d'avocats 28 octobre de Maître David Gouby à Paris. Exactement. Merci d'être là. Guillaume Janson, maître, vous êtes avocat et vous êtes ici comme porte-parole de l'Institut pour la justice que vous allez nous présenter. Allez-y. Merci, bonjour. L'Institut pour la justice, c'est une association qui a été montée il y a un peu plus de 10 ans avec une volonté, celle de faire remonter les revendications de beaucoup de citoyens et de nombreuses victimes sur ce qui leur apparaissent comme des dysfonctionnements du fonctionnement judiciaire. Alors essentiellement du fonctionnement judiciaire pénal. Faire remonter ces dysfonctionnements auprès du politique pour essayer d'éviter que des drames se reproduisent. L'Institut pour la justice, depuis le début de son histoire, s'est mobilisé sur tout un certain nombre de cas, tels que le drame de Pornic, dont peut-être on dira un mot tout à l'heure, ou d'autres affaires, à chaque fois concernant des récidivistes pour lesquels il y avait eu une véritable carence dans la mesure de la dangerosité de ces individus et dans la réalité et l'adaptation des mesures qui avaient été prises. Alors, en un mot, bon, l'Institut pour la justice, c'est quoi? C'est 70 000 adhérents, je crois. C'est important. Vous avez un réseau dans toute la France qui est très important. Alors, on a un réseau effectivement assez important. Nous avons un réseau de près de 450 000 sympathisants. Oui. Et l'association vit grâce à des dons privés. Oui. Et nous avons 30 à 40 000 donateurs annuels. Formidable. Bon, en un mot, vous dites que vous êtes là pour vous assurer que la justice fonctionne bien, qu'il y ait moins de dysfonctionnement et qu'elle soit aussi ferme vis-à-vis des délinquants. Je crois que c'est un peu votre... Oui, plus ferme vis-à-vis des délinquants, plus équitable vis-à-vis des victimes. Et l'Institut pour la justice travaille à partir de travaux de criminologie. Elle s'entoure d'experts qui sont des anciens magistrats, des avocats, des criminologues bien évidemment, des experts psychiatres. Et c'est tout ce travail qui donne lieu à une production scientifique et qui permet de chercher à convaincre pour réorienter le fonctionnement de la justice. Alors peut-être que Jean de Maillard, qui est un haut magistrat, doit se sentir un petit peu sur le banc, non pas des accusés, mais quand même interpellé par l'Institut pour la justice, à un moment d'ailleurs où on constate une montée des violences, les violences des gilets jaunes, les violences conjugales, les violences contre les élus, et pas plus tard qu'hier, une grande marche de la colère des policiers avec une manifestation, une intersyndicale qu'on n'avait pas vue depuis presque 20 ans. Est-ce que ça veut dire que la justice a une part de responsabilité? Est-ce qu'elle traite mal ces questions de délinquance? Est-ce qu'elle a un problème de moyens ou simplement une question de... Vous savez, on dit que la justice est laxiste. Est-ce que tout cela, vous pouvez nous en dire un mot? Alors en un mot, c'est difficile évidemment, mais j'ai promis d'être bref, donc je vais essayer. Je crois d'abord qu'il faut se garder de toute nostalgie d'un âge d'or. Les sociétés ont toujours été violentes, sans remonter jusqu'à l'Empire romain ou même avant. Il faut savoir, par exemple, ce que beaucoup de gens ignorent, que la délinquance et la criminalité ont explosé dans les années d'après-guerre, qui étaient celles des Trente Glorieuses, de la grande époque de la réhabilitation, Gilbert Cesbron, etc. Il y avait de grands élans altruistes en faveur de la délinquance, où on pensait que la science allait permettre d'améliorer l'homme et de supprimer, ou en tout cas de diminuer considérablement la délinquance. Donc je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Personnellement, je pense que ce ne sont pas tant les formes de violence qui augmentent que les formes de violence qui se modifient, qui évoluent et qui nous prennent un peu à revers parce que nous sommes confrontés de plus en plus quotidiennement
à des formes de micro-violence qui s'insinuent dans tous les rapports de la vie quotidienne. Quand vous vous promenez sur le trottoir et que vous avez en face de vous une trottinette électrique qui arrive à 50 km/h ou un cycliste qui vous oblige à vous pousser parce que lui ne veut pas prendre la chaussée, c'est une forme de violence. Quand vous avez des règlements de compte à la Kalachnikov dans les rues de Marseille, c'est une autre forme de violence. Quel est le point commun entre les deux? A priori, aucun. Sauf que notre société aujourd'hui les produit. Et je pense que c'est cette question qu'il faut examiner. Et alors que fait la justice? Et la justice, la justice, elle est à la remorque, elle est à la traîne. Pourquoi? Parce que nous en France, nous sommes très très en retard sur le plan criminologique. Nous n'avons toujours pas compris ce que c'est que la délinquance et la criminalité, et que nous raisonnons toujours comme si nous étions en 1945, 46, 48, au moment de l'ordonnance, par exemple, sur les mineurs. Et nous pensons toujours que la justice est là pour réhabiliter le délinquant. Et nous n'avons rien intégré de l'évolution du monde contemporain. C'est ce que dit Maître Guillaume Janson. Il a le sentiment que la justice n'est pas assez ferme vis-à-vis d'une forme de délinquance, notamment d'habitude, les récidivistes. C'est ce que vous dites, non? Alors, oui, et je peux vous citer quelques chiffres pour illustrer mon propos, même si je vous rejoins sur le fait qu'il faut se garder la conception du mirage d'un âge d'or sur toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, lorsqu'on évoque des chiffres, on peut toujours choisir à partir de quand est-ce qu'on fait démarrer une évolution. Par exemple, le criminologue Xavier Bébin, lui, choisit de s'intéresser au phénomène des vols dans certaines de ses études pour montrer que le différentiel de la réponse apportée par la justice pour les infractions de vol entre le début des années 70 et aujourd'hui tend à montrer que la justice est 9 fois moins sévère. Mais si on regarde l'évolution de la sévérité de la justice sur cette dernière décennie, on voit que la part de l'emprisonnement ferme finalement accroît en proportion de toutes les peines qui sont prononcées. On se rend compte également que s'il y a une baisse des condamnations qui sont prononcées, en réalité, elle est corrélative à une baisse des affaires traitées, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est le signe peut-être davantage d'une défiance de la part des citoyens qui vont moins porter plainte que d'une inaction des services de la justice. Et puis, lorsqu'on parle de moyens également de la justice, c'est très intéressant de regarder l'évolution sur cette dernière décennie, puisque on voit une augmentation du budget de la justice en 10 ans de près de 40%. Alors, certes, c'est un budget qui mêle également celui de la pénitentiaire, qui, lui, dans la même période, a augmenté de 60%, ce qui veut dire qu'il rogne une partie des crédits de la justice. Mais donc, on voit bien qu'il y a un effort financier qui est fait, et pourtant, la situation ne cesse de s'aggraver. Vous évoquiez la récidive. La récidive en 10 ans, lorsqu'on regarde les taux de récidive délictuelle, ils ont doublé. Lorsqu'on regarde les taux de récidive criminelle, ils ont presque quadruplé. Donc il y a une inadaptation de la réponse qui est donnée, ce qui ne veut pas dire que la justice est laxiste, mais ce qui veut dire qu'il y a un message renvoyé qui est perçu comme laxiste. Et j'insiste sur cette distinction parce que pour moi, elle nous conduit à mettre le doigt sur la défaillance de l'exécution des peines, sur la complexité des procédures qui font qu'aujourd'hui on a creusé l'écart entre la peine légale, la peine prononcée et la peine exécutée. Et je pense que c'est tout ce phénomène qui conduit à une perte de crédibilité de la justice. Oui, voilà, donc effectivement une analyse que vous partagez quand même, sans doute. Oui, je la partage assez largement. Simplement, ce que je voudrais ajouter, c'est que le problème, me semble-t-il, vient de la justice, mais il ne vient pas que de la justice, loin de là. C'est-à-dire que la justice n'est que le reflet de ce qu'est toute notre société. Elle fait ce qu'on lui demande. Et en particulier, ce qui pourrait être attribué proprement à la justice, je crois que c'est son système d'organisation aujourd'hui, notamment dans le domaine pénal. Et je pense en particulier à un grand effet pervers qui est celui de ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, le traitement en temps réel des procédures. C'est-à-dire qu'on a pensé, il y a 20 ans ou 25 ans, qu'il fallait une réponse immédiate aux actes délinquants. Le résultat, c'est qu'on a réorganisé toute la justice pénale en fonction d'une certaine délinquance, qui est la délinquance de rue et la délinquance visible, et la petite délinquance, j'aime pas beaucoup ce terme, mais employons-le pour aller vite, entre guillemets. Et on a supprimé, on a tué le système antérieur qui était celui de l'enquête, celui de l'investigation, celui de la recherche
de la criminalité, de la recherche de la délinquance. Ce qui fait que moi, j'ai vu, par exemple, il y a déjà plusieurs années de cela, en tant que président de tribunal correctionnel, des délinquants, des trafiquants de stupéfiants que vous preniez avec des valises entières remplies de drogue qui passaient en comparution immédiate. On avait l'adresse des fournisseurs en Espagne, mais on n'ouvrait même pas d'informations judiciaires pour aller les chercher. On a bien compris. Donc, en fait, il faut revenir à ce qui était le principe, c'est-à-dire l'enquête pour démanteler les filières, notamment les filières de drogue, par exemple. C'est un des aspects. C'est un des aspects. Très bien. Alors, oui, est-ce que je peux répondre juste sur ce point? Alors, je vous rejoins effectivement sur ce phénomène de la perte de l'investissement dans l'enquête. Et on voit que, là aussi, en 10 ans, il y a 2 fois moins d'instructions qu'auparavant, donc d'ouverture d'informations judiciaires, alors qu'il y a 2 fois plus de CRPC. Donc on voit ce phénomène d'accélération de la tout le monde ne sait pas ce que c'est. Des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui sont des justices négociées extrêmement rapides. Mais voilà, un plaidé coupable, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, effectivement. Mais là où je voudrais quand même émettre une nuance, c'est que la criminologie quand même nous enseigne qu'au travers de la rapidité et de la certitude de la peine, on obtient quand même des résultats qui peuvent être assez intéressants. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste également, c'est des délais qui ne cessent de s'allonger entre le moment où la peine est prononcée et la peine est mise à exécution. Et donc, je pense que c'est aussi un paramètre qui, à mon sens, a une incidence sur ce qui se passe. Très bien. Eh bien, écoutez, ce débat qui n'est loin d'être épuisé, évidemment, a permis en tout cas de poser un certain nombre, de rappeler un certain nombre de principes. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, à savoir, puisque nous sommes ici dans un salon de la technologie de la sécurité, est-ce que la technologie aujourd'hui représente une aide, peut être une aide efficace pour la justice? Est-ce que la justice s'appuie davantage sur les nouvelles avancées technologiques? Jean de Maillard. Alors, je ne le pense pas. Ah, voilà, alors, je ne m'attendais pas à cette réponse. Je pense que la justice est très, très en retard dans tout ce qui est criminologique, la justice française. Il y a eu des évolutions considérables au cours des dernières décennies, partout ailleurs qu'en France, en matière criminologique. Et notamment, on a introduit des méthodes plus scientifiques, d'évaluation, par exemple, de la dangerosité, de prévention situationnelle, etc. Et toutes ces avancées que l'on constate partout ailleurs, ou à peu près partout ailleurs, la France, curieusement, un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, y échappe. Et là, il y a un véritable problème qui est lié à l'idéologie française de la criminologie, qui croit encore et toujours à la rédemption du délinquant et qui mise tout sur la rédemption du délinquant. D'où d'ailleurs la réponse à ce que disait Guillaume Janson tout à l'heure. Pourquoi les peines deviennent-elles, semble-t-il, de plus en plus laxistes et de plus en plus longues à être appliquées? Parce qu'on va chercher à adapter l'exécution d'une peine à une personnalité dont d'ailleurs on ne connaît rien et on ne comprend rien. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc il faut réfléchir à des systèmes qui marchent bien, d'ailleurs comme ceux du Canada, sur une recherche plus scientifique en termes de criminologie. Mais sur le plan purement technologique, Guillaume Janson, aujourd'hui, la justice fait appel à, je ne sais pas, à la vidéoprotection, à des fichiers extrêmement performants comme le FNEJ, par exemple, pour l'ADN. Donc là, on a, et on peut citer d'autres exemples, en matière de technologie qui a vraiment pénétré comme outil d'enquête, les IMSI catchers, enfin la géolocalisation, tout cela aujourd'hui fait partie de la panoplie utilisée par les enquêteurs et par les juges. Alors oui, moi je pense, alors même si je ne m'inscris absolument pas en faux sur tout ce qu'a dit Jean de Maillard au sujet du grand retard de la France sur les méthodologies d'expertise et qui est directement lié au manque d'enseignement de la criminologie en France, pour répondre plus spécifiquement à votre point sur l'utilisation des nouvelles technologies, je pense que la justice devrait davantage se reposer dessus. Pourquoi ? Parce que une partie du phénomène que je décrivais tout à l'heure est liée à la perte de crédibilité, à mon sens, des sanctions intermédiaires. C'est-à-dire qu'on promet beaucoup la prison, mais la réalité de la prison telle qu'elle est vécue par le délinquant, en réalité, est assez minime par rapport à ce qui est annoncé. Là-dessus, les nouvelles technologies peuvent apporter réellement des choses. Pensez au bracelet électronique, par exemple. Exactement. Ouais. Alors, là, dans le cadre de la loi de programmation pour la justice, on a vu qu'il y avait des modifications de la surveillance électronique, avec notamment la création d'une peine, qui est une espèce de peine d'autodétention à domicile sous surveillance électronique, qui peut être perçue certes comme un gadget au regard de ce qui existait déjà. Mais
au-delà de ce que prévoit la loi, ce qui est intéressant, c'est ce qui est utilisé en France. Or, on a 3 générations différentes de surveillance électronique. On en a une première qui finalement est assez préhistorique et qui est celle qui est la plus usitée en France, qui est la technologie radio. C'est-à-dire que on a un bracelet et au-delà d'un certain périmètre, eh bien, le signal n'est plus émis et on ne peut pas retrouver le détenteur du bracelet. On a la technologie qui permet un suivi GPS qui est utilisé en infime minorité en France. Et puis, on peut le regretter d'ailleurs. Et voilà, exactement. Je pense qu'on peut le regretter. Et on a la dernière technologie sur laquelle on travaille et pour laquelle il y aurait des obstacles juridiques en France, qui est celle qui permet d'avoir un suivi beaucoup plus fin. Par exemple, si on est face à des personnes qui suivent une probation avec des interdictions de consommation d'alcool, de stupéfiants, avec des interdictions de rentrer dans certains périmètres, on peut avoir un suivi beaucoup plus intelligent de la personne. Plus individualisé. Plus individualisé. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que par ces outils, on peut davantage se reposer sur quelque chose qui assure une plus grande dissuasion. Puisqu'aujourd'hui, avec les technologies préhistoriques qui sont utilisées, en réalité, la capacité de réaction qu'ont les autorités dès lors qu'il y a un manquement aux obligations des personnes qui sont sous bracelet est minime. Là où on pourrait largement l'optimiser. Et en optimisant cela, on pourrait renforcer la dissuasion, ce qui inciterait davantage de magistrats à accepter de placer sous surveillance électronique des personnes qui aujourd'hui soit sont mises en prison, soit sont à l'extérieur, mais sans suivi particulier. Très bien. Bon, en tout cas, oui. Juste un mot pour ajouter. Nous utilisons certes ces technologies, les fichiers, etc. Mais c'est souvent une vitrine. Quand il n'y a pas d'enquête, à quoi ça sert d'avoir accès aux fichiers, d'avoir accès aux vidéos qui enregistrent les scènes de crime alors nous avons certes en France... C'est un outil, une aide. Mais nous avons certes, comme tous les pays en France, accès à ces technologies, mais ce qui manque, c'est une doctrine d'intégration des technologies dans la politique pénale. Et ce que dit Guillaume Janson, en réalité, on voit que c'est beaucoup plus de la prévention qui est nécessaire que de la répression. Ces technologies, elles sont là effectivement pour permettre d'élucider, et il faut y avoir recours, mais élucider et aussi empêcher, par exemple, par la protection des bâtiments, la protection des aires de circulation, etc. Et là-dessus, c'est vraiment en France, on est dans des tâtonnements très importants. On ne sait pas, on n'a pas de doctrine de sécurité intérieure. Très bien, écoutez, passionnant, mais le temps passe. Je vois Laurie qui est ici. Je pense que vous pourriez éventuellement poser des questions, mesdames et messieurs qui êtes là, présents, qui assistez, merci à notre débat. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à nos deux invités? Personne n'a de questions? Alors, personne? Bon, eh bien, écoutez, en l'absence de questions, peut-être que je peux réagir, si vous me le permettez. Alors, sur ce qu'a dit on continue et on va bientôt conclure notre débat. Allez-y. Alors, je le rejoins tout à fait sur l'importance en termes de prévention que peut revêtir ces différentes technologies. Ce qui est intéressant quand même en termes de glissement d'approche quant à ces nouvelles technologies, c'est la manière avec laquelle cette réforme de la justice appréhende désormais cet outil, puisque on l'annonce comme étant désormais une peine autonome, une peine de surveillance électronique, comme si on était du coup en mesure de créer une prison presque virtuelle. Mais encore une fois, pour que tout cela fonctionne, et c'est comme tout le travail qui est fait davantage à l'étranger qu'en France sur ce qu'on appelle improprement les prisons ouvertes, cela ne peut fonctionner qu'à condition d'avoir un suivi extrêmement rigoureux, avoir une sélection des personnes et avoir une capacité de réaction rapide dès lors qu'il y a un manquement à telle ou telle obligation. Et à ce moment-là, on peut l'appréhender comme une sanction avec un retour progressif à la liberté, c'est-à-dire si l'étreinte qu'on fait peser avec des obligations assez fermes sur la personne sont relâchées au fur et à mesure du temps, en l'inscrivant dans une logique de responsabilisation progressive de l'individu. Mais en fait, ce qui est au cœur de cette notion, c'est la frontière qui est brouillée entre la rétribution et derrière la volonté de réinsertion de l'individu. Et si on perd complètement la notion de rétribution, voilà, je pense qu'on tombe dans les excès. Oui, la peine, c'est une peine. Hein. Il faut que ce soit une rétribution, il faut que ce soit une sanction. Bon, mais en tout cas, on ne dira jamais assez, mon cher Jean, qui avait été magistrat également aussi, à quel point la technologie aujourd'hui est une aide pour la justice. Sans le fichier, sans les traces ADN, on n'aurait jamais pu interpeller Guy Georges. Sans la géolocalisation, les bornages des téléphones, etc., on identifierait beaucoup plus difficilement des tueurs en série, par exemple. Non, mais vous avez Donc raison, là, Georges, on a une révolution qui est
au service de la justice et donc de la protection des victimes. Vous avez raison. Ce que je veux dire simplement, c'est que toutes ces technologies, nous les mettons dans une vitrine et nous l'exposons et nous en faisons un petit peu l'apologie, mais derrière, il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de réflexion doctrinale sur l'usage de ces technologies et sur leur rapport, sur leur articulation, sur leurs besoins, sur leurs nécessités. C'est ça mon problème. Oui, tout à fait. Et il faut absolument d'ailleurs que ces outils, ces technologies ne restent que des outils. Ça doit être l'homme aussi, parce qu'il faut. Voilà, c'est aussi l'un des écueils du recours à ces technologies. Absolument. Et voilà un beau mot de conclusion, c'est-à-dire la technologie au service de l'homme et non pas l'inverse. En tout cas, il me reste à vous remercier. Le débat touche à son terme. Merci beaucoup. Guillaume Janson, merci Jean Demaillard, merci à vous qui avez assisté, même si vous n'avez pas posé de questions. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro d'Aroga News en toute sécurité. Merci.